Mesdames, Messieurs, de pouvoir passer aux intervenants de ce deuxième panel sur la fiscalité et la compétitivité. Pour commencer, je voudrais accueillir Monsieur Nabil Khdar, le directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects, qui va être le modérateur de ce panel. Merci beaucoup. Et je voudrais accueillir à ses côtés l'ensemble des intervenants, Monsieur Abdelmjid Faiz, président de la commission fiscale au niveau de l'Ordre des experts comptables, Monsieur Jean-Denis Garon, professeur universitaire qui nous vient du Canada. Je voudrais accueillir mon ami Salah Eddine Khadmili, chef d'entreprise et qui est médiateur général à la CGM. Marwan Hatim, économiste, et j'espère que je n'ai oublié personne. Monsieur Khalid Chiddadi, président directeur général de la CIMR. Et je voudrais accueillir pour évidemment apporter sa contribution dans son rôle de membre de la direction générale des impôts, monsieur Khalid Zazou, qui est le directeur de la législation, des études et de la coopération internationale au sein de la DGI. Voilà, oui. On va commencer comme on a fait ce matin. Une intervention de la part de monsieur Zazou, qui va nous permettre d'avoir de la matière pour commencer et des données extrêmement utiles. On va vous écouter avec intérêt, monsieur Zazou. Et ensuite, on donnera la parole à monsieur Al-Khdar qui fera son introduction, gérera son panel. Après les 5 minutes de monsieur Zazou, c'est parti pour 45 minutes avant de donner la parole à la salle. Bismillah. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter les résultats du diagnostic du groupe de travail concernant le thème fiscalité et compétitivité. Pour commencer, 2 chiffres concernant le classement du Maroc par rapport aux autres pays, au regard des facteurs contribuant à la compétitivité, et à gauche, 71e selon l'OF, et à droite, 60e selon Doing Business, mais le facteur de la fiscalité demeure en bonne posture. Quant à la pression fiscale, le constat qui a été fait, c'est que son niveau est certes inférieur à la moyenne de l'OCDE, mais à droite, cette pression est mal répartie et se trouve fortement concentrée sur une minorité d'entreprises. Ainsi, comme vous le voyez, moins 1% des entreprises paient 80% des recettes consolidées IS et TVA. Alors ici, le groupe de travail fait remarquer que le taux marginal de l'IS est élevé par rapport à beaucoup de pays, à un moment où, comme vous le remarquez à droite, les taux d'imposition s'inscrivent mondialement dans une tendance à la baisse. Le taux moyen à l'OCDE, il est aux environs de 23%. Là, on fait remarquer que, c'est vrai, il y a l'adoption par le Maroc du principe de la progressivité en matière d'IS, mais on fait également remarquer par ailleurs la multiplicité des taux spécifiques qui sont appliqués selon la nature, selon l'activité, selon le secteur, selon la zone d'implantation et selon également le CA réalisé à l'exportation. Alors, concernant la cotisation minimale, l'observation qui est remontée, c'est le fait de payer cette cotisation même en l'absence de bénéfices, situation décriée surtout lorsque le déficit est parfaitement justifié. Alors, comme vous le voyez, 50% de la cotisation minimale, qui s'élève à 2,2 milliards de dirhams, est payée par 0,2% des sociétés qui relèvent de la catégorie des entreprises structurées. Et là, nous arrivons à la TVA. Le groupe de travail a relevé 2 observations majeures. La neutralité de la TVA n'est pas parfaitement assurée. En témoignent d'ailleurs les situations de crédit et du butoir, et qui impactent négativement la trésorerie des entreprises. Et puis, à droite, le fait que d'énormes opérations demeurent encore hors champ de la TVA et engendrent bien entendu des situations de distorsion. À propos de l'investissement,
On a mis en évidence quelques imperfections. À gauche, le fait que la base de la taxe professionnelle et de la taxe de services communaux est calculée sur le coût de l'investissement. Et si cette entreprise dégage un déficit, il paie elle aussi la cotisation minimale. Et puis à droite, le renouvellement de l'investissement est confronté au déphasage entre l'amortissement et la réalité économique et aucune incitation n'est prévue au profit de la capitalisation et du réinvestissement des bénéfices. Alors ici, ce qui est remonté, c'est l'absence d'une véritable fiscalité de groupe, permettant de transcender la pluralité juridique et de la société, bien entendu, mère et ses filiales, pour prendre en considération plutôt l'unité économique permettant une restructuration sans frottement fiscal. Alors là, on fait remarquer que l'entreprise interagit avec son environnement, l'environnement juridique et l'environnement économique. Sur le volet juridique, il est estimé que pour réduire le coût financier des litiges, il y a matière à clarifier les textes. On fait remarquer également que la parafiscalité, quant à elle, est pléthorique et rend complexe le système fiscal. S'agissant du volet économique, bien entendu, le poids de l'informel, avec un chiffre d'affaires de 410 milliards et une valeur ajoutée de 13% du PIB, impacte la compétitivité des entreprises structurées. Et enfin, concernant l'épargne, en tant qu'instrument de financement de l'économie, deux constats. D'abord, la faiblesse de l'épargne dans les actifs financiers, et puis le caractère non attractif des avantages fiscaux relatifs notamment au plan d'épargne en action. Et je vous remercie. Merci, Monsieur Zazou. La parole est donc à Monsieur Nabil Khdar pour démarrer les travaux. Allez-y. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce second panel dédié, ou en tout cas intitulé Fiscalité et compétitivité. Je voudrais commencer par remercier notre invité international et en disant que j'ai retenu une chose, c'est la généralisation de la facture électronique. Et comme vous le savez, ça a décrié beaucoup ces derniers temps, mais je pense que c'est un bel exemple dont il faudrait s'inspirer. Après les discours d'ouverture et après le débat riche du premier panel, qui a évoqué le lien, disons, dialectique entre fiscalité et développement, et après avoir écouté Sir Khalid Zazou, qui nous a restitué de manière fidèle les principales problématiques et les principaux constats qui ont été remontés par les groupes de travail en matière de compétitivité dans son lien avec le système fiscal national. Nous allons, avec les éminents panélistes, approfondir ce sujet avant de donner la parole à la salle pour éventuellement poser des questions dans le but d'interagir et d'élargir le débat sur cette question centrale pour moi qui est centrale aussi pour notre économie. Centrale car pour promouvoir la croissance, et une croissance de qualité, comme le dit souvent le professeur Brada, une croissance fondée sur l'investissement productif, génératrice d'emplois permanents, notamment pour nos jeunes. Il est essentiel, je dis bien il est essentiel de disposer d'un tissu économique productif et compétitif. Beaucoup de choses ont été dites ce matin et je ne reviendrai pas sur le fait que nous devons nous féliciter de l'engouement que ces assises ont suscité, et notamment des contributions plurielles. Et c'est une surprise, en tout cas pour moi, relativement convergente. Sur le diagnostic et sur même les propositions, il y a, je pense, aujourd'hui une certaine convergence. Je ne reviendrai pas non plus sur la nécessaire lisibilité et stabilité de la gouvernance fiscale. Et je pense là aussi que cette idée de projet de loi cadre de programmation fiscale est une excellente idée qu'il faudra mettre en œuvre très rapidement. Et enfin, je n'insisterai pas sur le fait que la fiscalité, en tout cas le facteur fiscalité, n'est pas le seul facteur
en tout cas le facteur déterminant dans l'acte d'investir. Et le premier slide de CISASO le montre bien. Il y a d'autres facteurs qui le sont davantage. Je voudrais, en revanche, et pour terminer cette petite introduction, mettre ma casquette de douanier. Tout à l'heure, Zoher Sharfi, je ne sais pas où il est, a rappelé que les importations au Maroc, en 2018, c'est 480 milliards de dirhams. Deuxième élément, nos réserves en devises sont très fragiles et il suffit que le prix du baril augmente à 80 ou 90 dollars pour que ces réserves fondent comme neige au soleil. Alors je dis ça et je dis aussi que nous voulons aujourd'hui industrialiser ce pays, nous voulons encourager l'industrie, faire de l'émergence, de l'accélération industrielle. Mais je voudrais faire signaler, aujourd'hui, quand je ressors les statistiques du commerce extérieur, les statistiques des importations notamment, et c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me choque, nous importons des balais, nous importons des chaussettes, nous importons des théières, le bererd. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait... vous me l'enlevez de la bouche, nous marchons sur la tête. Voilà. On va démarrer par une première question, peut-être à l'ensemble des panélistes. Et comme entrée en matière, je voudrais une réponse brève, s'il vous plaît, c'est juste un tour de chauffe. On parle de fiscalité compétitive ou de fiscalité qui favorise la compétitivité de l'économie, de l'entreprise. Quelle serait ou quelle est pour vous une fiscalité compétitive? Est-ce que ce sont des taux bas? Est-ce que c'est une pression moins forte? Est-ce que ce sont des procédures simples? Est-ce que c'est une fiscalité qui sauvegarde les équilibres macroéconomiques? Une réponse rapide pour chacun des panélistes. C'est Faiz. Ça marche. Oui, merci Sinabil. Alors je pense que la réponse, elle a été plus ou moins donnée en partie ce matin et même tout à l'heure par notre invité du Brésil qui a fait la présentation tout à l'heure par rapport, parce que dans ses slides, il a parlé un peu de la compétitivité d'une manière générale de l'économie. Donc moi aussi, je peux résumer tout simplement qu'une fiscalité compétitive, c'est tout simplement une fiscalité qui contribue au renforcement d'une économie qui est elle-même compétitive et attractive. C'est-à-dire que ça veut dire que la compétitivité, elle ne se fait pas que par la fiscalité, ça veut dire que nous devons avoir bien sûr tous les autres éléments nécessaires pour avoir des entreprises qui soient compétitives, mais la fiscalité doit y contribuer. Et contribuer en partie, et pour moi, il y a 3 éléments essentiels ou des principes que doit respecter une fiscalité compétitive. Je les citerai rapidement. La première, c'est avoir une fiscalité qui n'affecte pas ou qui ne taxe pas les facteurs de production, ou s'il y a une taxation du facteur de production, il faut qu'elle soit légère. Et donc là, je fais référence essentiellement aux différentes taxes locales. Ça veut dire que je ne peux pas, avant de produire, avant de réaliser des bénéfices, être taxé. La deuxième chose, et c'est un élément aussi important, c'est d'avoir une fiscalité qui n'alourdit pas la charge, le coût administratif de la gestion fiscale pour l'entreprise, et surtout quand on sait que nous avons un tissu économique qui est constitué à 95% par des TPE, donc le coût, elles sont sensibles au coût, donc on doit avoir un coût le plus minimum possible de la gestion fiscale. Et le troisième élément, bien entendu, nous évoluons dans un monde qui est ouvert, nous devons avoir également un impôt qui est compétitif, c'est-à-dire comparable à nos concurrents et aux pays qui sont partenaires. Donc ce sont les 3 éléments essentiels. Monsieur Garon. Sur lequel je vous assiste. Même question. Aux Olympiques, lorsqu'on veut être compétitif, c'est lorsqu'on veut être sur la première marche du podium. Donc, la notion de la compétitivité, c'est tout ce qui nous permet d'arriver premier lorsqu'on veut attirer des investissements. Ça veut dire la capacité d'avoir du capital productif,
que le coût d'acquisition et le coût d'entretenir ce capital-là soit concurrentiel, donc ça inclut notamment la fiscalité, et que tous les éléments, tous les autres facteurs de production qui nous permettent de rendre ce capital productif-là soient également disponibles. Ça inclut l'éducation, ça inclut le capital humain, entre autres. Pour moi, c'est fondamental. Le deuxième élément, c'est la neutralité. On parle beaucoup de neutralité, c'est un terme un peu opaque. On en parlera tout à l'heure. Merci. C'est Hatim. Oui, alors, pour moi, je rejoins un peu Sifei sur la notion de facteur de production. Pour moi, une fiscalité compétitive, c'est une fiscalité qui arrivera quand même à minimaliser l'impact de l'impôt sur la croissance. Bien sûr, on souhaite avoir une croissance qui crée de la valeur ajoutée, une croissance durable, mais en même temps, elle doit quand même respecter les contraintes budgétaires, parce que c'est quand même vital pour un pays pour qu'il puisse fonctionner correctement. Je rajouterais aussi que sur les facteurs de production, la fiscalité doit être, elle va promouvoir aussi le facteur travail en premier lieu. Le travail aujourd'hui, on doit savoir que il faudrait pas qu'on casse toute la valeur ajoutée, toute la dynamique dont on a parlé ce matin sur l'éducation, et on veut promouvoir l'innovation, donc il va falloir qu'elle s'inscrive dans cette logique aussi. Avec innovation, il y a valeur ajoutée qui est créée, c'est automatique, et il y a aussi croissance derrière. Et je rajouterais aussi, c'est une fiscalité qui va nous permettre chercher à toucher plus ou moins tous les secteurs d'activité qui ne soient pas justement uniquement compétitifs par rapport à un secteur et pas à un autre. Merci. Si je t'ai dit même question. Alors pour moi, une fiscalité compétitive, c'est d'abord une fiscalité qui est compétitive à l'échelon international par rapport aux autres systèmes fiscaux. Parce que nous sommes dans un monde ouvert, nous importons, nous exportons, nous attendons qu'il y ait des investissements étrangers qui viennent chez nous. Si notre fiscalité n'est pas compétitive, n'est pas comparable aux autres systèmes fiscaux, par ailleurs, nous avons perdu la bataille. C'est-à-dire que nos consommateurs vont préférer des produits importés parce qu'ils seront moins chers. Nos producteurs ne pourront pas être compétitifs par rapport à d'autres pays et les investisseurs ne viendront pas. Pour moi, c'est le premier élément. Il y a un deuxième élément qui me semble important, c'est qu'une fiscalité compétitive, c'est d'abord une fiscalité qui est appliquée et respectée par tout le monde. Parce que quand il y a des gens qui ne paient pas leur impôt, ça introduit une concurrence déloyale. Donc, on n'est pas dans une compétitivité. C'est ce qui a été dit par M. Verdi tout à l'heure. C'est Kadmiri. Alors, pour moi, je pense qu'une fiscalité compétitive, c'est une fiscalité qui permet et encourage l'acte d'investir. C'est à travers l'investissement qu'on crée de la richesse. C'est avant tout cela. Deuxième point, c'est une fiscalité qui me permet tout simplement de gagner des parts de marché, tant sur mon marché local qu'à l'international. Et gagner des parts de marché, c'est être efficient sur les ressources humaines, sur l'innovation, sur tout ce qui me permettra d'être compétitif avec mes produits, mes idées et mes services. Merci. Très bien. Si je t'ai dit, je reviens à vous. On l'a dit tout à l'heure et on l'a dit ce matin, ces assises vont aboutir à l'élaboration d'un projet de loi cadre de programmation fiscale. En relation avec le thème de ce panel, à savoir la compétitivité, quels sont les principes forts qui devraient nécessairement figurer au niveau de ce projet de loi cadre? Alors, je vais prendre ma casquette de vice-président de la CGM, parce que j'ai été présenté tout à l'heure comme président de la CIMR. Je voudrais d'abord revenir sur l'importance de la loi cadre. Effectivement, quand on lance une réforme fiscale, cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une démarche qui prend quelques années, notamment pour des raisons budgétaires, parce qu'on ne peut pas introduire un changement profond d'une année à l'autre. Ce qui fait qu'il est absolument important de tracer un peu le cadre dans lequel les différentes modifications qui vont être amenées à travers les lois de finances vont concourir à construire un système homogène, un système logique qui répond à un objectif que l'on s'est fixé. Donc la loi cadre, c'est très important. Alors, dans le rapport qu'a préparé la CGM sur sa contribution aux présentes assises, nous avons identifié 27 principes. Alors, je ne reviendrai pas sur tous. Je vais essayer
de parler uniquement sur des principes qui ont une portée pratique et concrète. Le premier, c'est celui de la compétitivité internationale. Il faut que notre système soit compétitif, il faut qu'on se compare à ce qui se fait à l'international, et pas uniquement à un instant donné, mais il faut que l'on soit aux aguets tout le temps pour ne pas se faire dépasser. Mais concrètement, au niveau de ce projet de loi cadre, quel type de disposition devrait figurer? La disposition, c'est que le système qui doit être conçu doit être compétitif par rapport aux autres systèmes des autres pays. Alors, quand on dit système fiscal, il y a un certain nombre d'éléments. Il y a le taux de l'impôt sur les sociétés, il y a le taux de l'IR, il y a le taux de TVA, il y a les incitations fiscales. Tout le dispositif fiscal, il faut qu'on le compare par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays et qui fera qu'un investisseur préférera venir chez nous ou aller ailleurs, et qui fera qu'un investissement soit décidé parce que le système fiscal le permet. Quand un investisseur envisage un investissement, l'élément fiscal est pris en compte. Des fois, il peut pencher pour que l'investissement soit fait, et d'autres fois, il peut éliminer et disqualifier l'investissement. Donc, cette compétitivité est importante. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale par l'intégration de l'informel, la lutte contre l'évasion fiscale et contre la contrebande. C'est important parce que, tout d'abord, c'est une question d'équité. Et nos assises sont organisées sous le signe de l'équité. Il est important que tout le monde paye l'impôt, tout le monde contribue. Chacun On parlera d'informel tout à l'heure. J'y reviendrai tout à l'heure. Cet élément de l'élargissement de l'assiette fiscale est également important parce qu'il permet de baisser la pression fiscale. Parce qu'il y aura plus de monde qui vont payer, parce que ça protège également l'économie formelle contre une concurrence déloyale, et élément encore plus important, parce que ça protège des centaines de milliers de salariés qui travaillent dans l'informel, et ça leur permet, ça leur donne une protection de leurs droits, et ça leur permet d'accéder à des prestations sociales. Merci. Je vais passer à Si Hatim, et je voudrais avoir votre point de vue, disons, d'économiste, de chercheur. On parle de neutralité du système fiscal, ou en tout cas de neutralité positive du système fiscal. Qu'est-ce que cela vous inspire, sachant que d'un côté, la fiscalité doit être suffisamment neutre pour ne pas créer des effets d'éviction, mais d'un autre côté, la neutralité ne doit pas conduire non plus à s'interdire certains choix de politique économique et sociale? Oui, alors, d'abord j'ai envie de rappeler quelque chose qui est très important, je vais revenir très loin, je vais revenir à plus de 2 siècles quand Adam Smith a dit que quel est le bon impôt? Le bon impôt, c'est un impôt, je vais reprendre un peu ces mots, le bon impôt doit être proportionnel, certain, pratique et facile à recouvrer. Et la dernière chose, c'était peu coûteux à percevoir. Ça, c'est les règles d'une fiscalité absolue, j'ai envie de dire. Sauf que cette fiscalité absolue, cette neutralité absolue, on ne pourrait pas l'avoir aujourd'hui. C'est un mythe, j'ai envie de dire, c'est une illusion. On ne peut pas avoir une neutralité absolue. On a aujourd'hui, pour moi, la neutralité devait être cet impôt qu'on devrait avoir, qui n'a vraiment pas d'incidence sur la conduite d'une politique économique, sur la génération du croissance, sur la stabilité des indicateurs macroéconomiques d'un pays et les autres indicateurs socio-économiques plus globalement. Donc la neutralité doit s'inscrire dans cette logique. À la rigueur, moi je dirais, j'ai envie qu'on dise qu'on peut concevoir d'abord un modèle de développement, puisqu'on en parle aujourd'hui, c'est aussi un sujet qui nous importe, un modèle de développement sans intégrer peut-être l'aspect fiscalité. Et une fois, on dirait qu'il faudrait que l'impôt, voici l'impôt, comment y concevoir, tout en évitant les pièges qui viendront secouer un peu le pilier de ce modèle de développement. Il faudrait que cette neutralité soit inscrite dans ce sens, à mon avis, pour qu'on soit dans une construction d'un modèle fiscal plus harmonieux et qui est contributeur dans la création de richesses. Merci. Alors, en restant sur la neutralité, je me retrouve vers l'expert comptable, c'est FAISE. En matière de TVA, cette fois-ci, tout le monde s'accorde à dire, et on l'a entendu à maintes reprises ce matin,
que la TVA doit être neutre et qu'elle ne doit pas trop peser sur la trésorerie de l'entreprise. Je voudrais souligner au passage que beaucoup de choses ont été faites en matière de TVA ces dernières années. La dernière mesure en date, en tout cas, c'est cette généralisation, en tout cas, cette accélération des remboursements. Ma question est la suivante. Que faut-il faire aujourd'hui pour boucler la boucle et consacrer définitivement la neutralité de la TVA? Merci, Sinabi. Oui, tout à fait. Donc, on reconnaît bien qu'il y a un effort considérable qui a été fait ces 2 dernières années en termes, bien sûr, d'appurement de tout ce qui est arriéré de crédit TVA qui était dû, en partie le butoir, et le reste, bien sûr, à travers la formule du factoring. Donc, je pense que le chemin, le plus gros ou le plus long du chemin a été fait. Donc, je pense que ça faciliterait la tâche aujourd'hui dans le cadre de la réforme. Ça veut dire qu'il faut instituer maintenant de façon définitive la neutralité de la TVA. Et nous, ce qu'on a proposé, ce qu'on a recommandé dans le cadre, bien sûr, des travaux de l'Ordre des experts comptables, puisque nous avons également envoyé un rapport au comité scientifique qui relate un ensemble, bien sûr, de recommandations, c'est qu'il faudrait intégrer, bien sûr, toutes les activités économiques. Je pense que ça a été dit ce matin par le professeur Si Mohamed Brada. Il faut d'abord que toutes les activités économiques soient intégrées dans le champ d'application. Ça, c'est le premier principe. Beaucoup de choses ont été dites par Si Mohamed Brada. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc on va les reprendre. Mais puisque effectivement, nous sommes contents, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été recommandées, qui ont été retenues par le comité scientifique. Et donc, nous nous réjouissons. Parce ce sont des choses sur lesquelles il y a plus ou moins un consensus. Donc, l'intégration de toutes les activités économiques dans le champ, il faut limiter au minimum les exonérations. Nous avons même proposé que pour les activités qui pourraient avoir un impact éventuellement, les activités qui pourraient être sensibles ou considérées comme étant des produits de large consommation, on peut même prévoir un taux réduit. Ça existe dans beaucoup de pays. Il y a l'Espagne, il y a la France, etc. Tous les produits de grande consommation, y compris les produits agricoles, sont soumis à la TVA. Et pour rentrer même l'agriculture dans le champ d'application de la TVA, sachant que ce sont des agriculteurs également qui ne récupèrent pas la TVA. Donc si on rentre le produit dans le champ d'application de la TVA, il suffit tout simplement de les soumettre à la TVA à un taux réduit. Ça leur donne le droit de récupérer la TVA. Et à travers le mécanisme de récupération, ça veut dire qu'automatiquement, il n'y aura pas forcément une incidence sur le prix de vente du produit final au consommateur. Donc ça n'affectera pas forcément le pouvoir d'achat des consommateurs. La deuxième chose, c'est que si les décideurs politiques, pour des considérations diverses, maintiennent des exonérations pour des activités ou des secteurs, il faut instituer systématiquement le remboursement de la TVA aux entreprises, parce que parfois, rien que le coût de la trésorerie génère un coût pour l'entreprise et donc affecte automatiquement sa compétitivité. Voilà ce que j'ai dit, ce que j'ai à dire en ce qui concerne Avant d'aller vers vous, c'est Kadmiri pour parler cette fois-ci d'impôt sur les sociétés. Monsieur Garon, sur la neutralité de la TVA, quelle est l'expérience du Canada? Comment vous gérez ça? La neutralité est fondamentale parce que le principe de neutralité, c'est que l'on doit traiter les activités et les agents économiques équivalents de façon équivalente. C'est d'abord un principe d'égalité. Ça veut dire que si 2 activités économiques sont structurées, par exemple, vous avez 2 entreprises dont la forme légale est différente, par exemple, et si ces 2 entreprises-là ne sont pas traitées également par le système fiscal, l'une d'entre elles va avoir un incitatif à utiliser de façon inefficiente ses ressources pour ressembler à l'autre. Donc, c'est vrai à l'intérieur de nos économies et c'est vrai aussi pour les entreprises étrangères. Alors, il y a 2 éléments. Il y a la structure, il y a 2 à 3 éléments. D'abord, la structure de la taxe. La TVA, bien faite, est une taxe qui a un fort potentiel de neutralité. Encore faut-il qu'elle s'applique à tout le monde. Encore faut-il, et j'ai adoré le keynote speech qui nous a précédé, que ce soit une TVA, une taxe sur la valeur ajoutée. Ça veut dire qu'on rembourse, qu'on ne paie que sur la valeur ajoutée, mais pas que l'entreprise fait un prêt au gouvernement, parce que le gouvernement ne rembourse pas. Ça devient une charge. Donc, c'est fondamental. Donc, au Canada, plusieurs enjeux. D'abord, donc, la TVA, c'est une taxe qui est coûteuse dans l'économie. C'est une taxe de luxe pour un gouvernement. C'est une taxe très évoluée. D'abord, à quelles entreprises on l'impose? Quel est le seuil d'entrée? À partir de quand devient-on une assez grande entreprise pour que la TVA s'applique? Deuxièmement, les coûts d'administration.
l'administration efficiente. Par exemple, plusieurs administrations au Canada ont délégué l'administration fiscale à une agence indépendante qui est redevable au gouvernement. Il y a énormément de potentiel de fraude. Plus vous avez d'étapes de TVA, plus vous avez de potentiel d'étapes de fraude. Et donc, des entreprises qui peuvent charger la TVA et l'empocher, qui peuvent surréclamer des dépenses. Donc, c'est très, très important et c'est une taxe qui est coûteuse pour le gouvernement. Ça doit bien être fait. Autre chose, les biens de propriété intellectuelle. C'est le gros enjeu aujourd'hui. Donc, où est créée la valeur, où est la dernière tranche de valeur ajoutée, c'est absolument central. Autre élément, la taxation des services bancaires, par exemple. Les services bancaires n'affichent souvent pas de prix pour leurs services. Ils se financent avec un écart de crédit. Comment on traite, par exemple, ces questions-là? Au Canada, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réglé, qui est extrêmement complexe à faire. Et finalement, mais, il y a la question des exemptions et de la multiplicité des taux. Donc, comme disait mon collègue ici, on peut assujettir une entreprise à la TVA et une autre entreprise à la TVA, tant et aussi longtemps qu'ils sont traités en égal dans leur secteur, et une peut avoir un taux de 10 % et l'autre de 5 %. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que l'interprétation soit nickel, par exemple. Parce que si vous êtes dans le secteur agroalimentaire et que les produits de base nécessaires à la vie sont à 5 % et que les produits de luxe sont à 12 % et que vous avez un très bon avocat, une très bonne société de comptables, la neutralité est loin d'être assurée. Et donc, lorsqu'on introduit la multiplicité des taux, il faut faire extrêmement attention aux difficultés d'application, ce qui nous fait souvent dire, comme économistes, que la multiplicité des taux, si tant est qu'elle n'est pas si multiple, est acceptable, mais il faut que les écarts entre les taux demeurent acceptables et que ce ne soit pas substantiel. Excellent. Merci. C'est Kadmiri. Le Maroc a innové en 2018 en intégrant et en consacrant l'IS progressif. L'IS d'ailleurs versé cette année versus celui des années précédentes est d'ailleurs calculé selon ce nouveau mode progressif. Qu'est-ce que vous pouvez, en tant que patron de PME, nous en dire, notamment au regard de l'objectif de compétitivité justement des petites et moyennes entreprises? Eh bien, je pense que le Maroc a fait un choix devant un IS qui était élevé, auparavant à 30 %. Nous avons fait le choix de créer plusieurs tranches au niveau de l'IS. Donc, d'une part, pour essayer de pouvoir attirer les PME et les TPME, de manière à ce qu'ils aient un taux qui soit suffisamment attractif, et d'autre part, pour pouvoir justement les aider à pouvoir se déclarer. À partir du moment où nous avons fait ce choix de plusieurs taux, l'IS progressif était inéluctable, parce qu'on connaît la gymnastique qui allait être créée pendant le passage d'un taux à l'autre. Donc effectivement, ça crée des tentatives de fraude, ça crée beaucoup d'éléments qui sont négatifs. Donc l'IS progressif est une bonne chose. Je pense que les chiffres que l'administration des impôts a à sa possession l'a clairement démontré. Maintenant, je pense que c'est une très bonne chose de le faire. Par la suite, je pense que l'idée d'avoir deux taux qui soient suffisamment intéressants, comme pour la TVA, je pense que la multiplication des taux n'est pas très très bonne. Si par la suite, en descendant le taux de l'IS et en ayant deux tranches, une pour les PME et les TPME et une autre pour les autres entreprises, ce serait une bonne chose. Merci. Monsieur Garand, je vais revenir vers vous, mais très brièvement. Un IS progressif, ça vous choque? Je pense que ce n'est pas le bon moyen pour atteindre son objectif. Si vous avez deux entreprises, vous pouvez avoir une entreprise qui fait, évidemment j'invente les chiffres, qui fait un profit de 50 $ et qui a un seul actionnaire et qui va être taxé à un taux plus bas, et vous avez une autre entreprise qui fait 100 $ et qui a 100 actionnaires qui paie un taux plus haut. C'est absolument régressif lorsque vous versez du dividende. C'est absolument régressif. C'est un incitatif au fractionnement du revenu. C'est un incitatif à modifier la structure légale de l'entreprise. Alors, solution à ça, c'est utilisé dans plusieurs pays. C'est l'impôt sur les sociétés, vous pouvez avoir deux taux. Un taux pour les grandes entreprises, un taux pour les petites entreprises. Est-ce que c'est inefficace, cette chose-là? La réponse est absolument pas. Parce que vous pouvez corriger ces deux taux-là lorsque vous versez des dividendes et donner un crédit pour dividendes plus important lorsque votre entreprise va payer moins d'impôts sur les sociétés. Ce que vous faites en faisant ça, c'est que vous permettez à vos plus petites entreprises qui ne peuvent pas se financer par la dette, qui ne peuvent pas se financer par l'émission d'actions, vous leur permettez de garder davantage de bénéfices non répartis
pour l'investir dans l'économie, et c'est ça la bonne façon de faire. Alors, la progressivité dans ce type de système-là, c'est une illusion beaucoup plus qu'une réalité économique. Merci. Vous voyez, nous avons de la contradiction. Hein. C'est pas du... C-phase, oui. Bon, il y a effectivement l'autre mécanisme qu'on a aussi recommandé, c'est de prévoir la taxation, parce qu'effectivement, lorsqu'on a des sociétés qui sont détenues par plusieurs actionnaires donc bien sûr, on s'écarte de l'équité. Par contre, il faut prévoir le mécanisme de taxation du revenu global qui inclurait même les dividendes, qui tiendrait compte de la capacité contributive de chacun. Et c'est pour ça qu'on a proposé une contribution supplémentaire qui intégrerait l'ensemble des revenus d'une personne physique. Ça concerne les personnes physiques, on peut maintenir le progressif. Mais moi, je suis un actionnaire, j'ai 100 000 dirhams, donc je suis dans le barème, donc on peut peut-être me restituer. Mais moi, un actionnaire, j'ai 100 millions de dirhams de revenus qui me montent. Je dois faire le calcul de ce que j'ai déjà payé et je complète par la contribution complémentaire. Et c'est ça la progressivité. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Merci. On va passer à autre chose. L'épargne, c'est Brada, on en parlait tout à l'heure. La volonté aujourd'hui d'encourager l'épargne long terme. Quels ajustements, si Hatim, de la fiscalité pourraient désavantager la rente et les placements, disons, spéculatifs au profit de l'épargne longue? Et puis, peut-être une seconde question. Comment peut-on agir pour optimiser la fiscalité en matière d'investissement financier? Alors, en matière d'épargne, d'abord, la première question avant de parler de la fiscalité de l'épargne, moi j'ai envie de dire, qui épargne au Maroc? C'est déjà la première question. Qui épargne au Maroc? C'est déjà une bonne question parce que si on parle d'inclusion financière, inclusion fiscale, on parle d'un certain nombre de sujets depuis ce matin. Donc ce sujet-là, c'est un peu le fruit de toute la chaîne dont on parle lors de ce forum. Qui épargne? J'ai l'impression que le sujet, il est beaucoup plus, je dirais, classe moyenne, classe aisée, bourgeoise, et c'est pas le sujet qu'on dresse chez un certain nombre de concitoyens. Donc, alors, pour moi, si je dois revenir, ça c'est un premier pas. Si je dois revenir à un deuxième point qui est très important, c'est que la fiscalité de l'épargne aujourd'hui, je peux le qualifier j'ai deux adjectifs. Un, c'est qu'elle est hétérogène. Hétérogène parce qu'on a plusieurs produits d'épargne, et là je vais me limiter aux produits financiers, entre les dépôts à terme, les comptes sur carnet, je vais parler des produits d'assurance vie, la partie aussi valeur mobilière. On a des taux qui sont très différents. Et ces taux, ils n'ont pas bougé depuis quelques temps. Ce qui, je rajouterai donc le deuxième qualificatif, c'est que j'ai l'impression que c'est une épargne qui est très statique, qui n'est pas enfin, la fiscalité elle est statique, elle n'est pas dynamique. Ça fait très longtemps, en tout cas depuis très longtemps, je crois que je parle sous le contrôle de mes collègues, c'est que le dépôt à terme, on est sur 30% retenu à source libératoire depuis au moins 15 ou 16 ans. Alors que l'environnement de rendement et de rémunération des dépôts à terme, il a fortement évolué depuis longtemps. On n'est plus à des taux qui sont à 5-6%, on est à beaucoup moins. Pareil pour les autres produits. Alors ça, c'est une chose. Deuxième des choses, quand je dis dynamique, moi j'ai envie de voir un peu ce qui se passe dans les autres pays. Et là, je peux prendre l'exemple le plus simple, le plus proche, l'exemple français par exemple. Quand on investit sur une longue durée, il nous faut la progressivité de la fiscalisation des plus-values, des rendements aussi. Chose qu'on ne voit pas ici. Que je gagne 100 000 dirhams sur un portefeuille titre que j'ai acheté aujourd'hui, j'ai vendu demain, ou je l'ai gardé pendant 10 ans, je paierai toujours les 15% de taxation. Donc cette notion-là, il va falloir peut-être la revoir de telle manière à ce qu'on soit dans une logique de fiscalité dynamique qui cherche à faire évoluer aussi le profil d'investisseurs. Je me limite toujours aux investissements financiers, de telle manière à ce qu'on ait un épargnant qui va se profiler aussi dans le temps et que cette fiscalité et ce comportement-là va faire en sorte que aussi il intègre aussi ses besoins, parce qu'il faut le dire, la fiscalité n'intègre pas aussi les besoins des épargnants et je rajouterai aussi n'intègre pas. Et les avantages aussi fiscaux qui sont là n'intègrent pas forcément leurs besoins par métier, par classe sociale. J'ai en tête les plans d'épargne, plan épargne logement, plan épargne éducation, le plan épargne action.
je peux le dire, c'est un échec aujourd'hui au Maroc. On a peut-être copié certaines choses. On a dit on donne des fourchettes, enfin plutôt des angles de tir pour avoir des avantages fiscaux, mais ça n'a pas suivi derrière. Peut-être il y a aussi un autre sujet qui est celui de la pédagogie fiscale. Pédagogie fiscale, c'est qu'il va falloir aussi l'avoir. Après avoir travaillé bien évidemment l'épargne, dire aussi qu'il y a la pédagogie fiscale. Alors du coup, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, qui épargne. Et je rejoins aussi la deuxième question qui est celle de l'optimisation fiscale en matière financière. J'ai envie de dire que, puisque aujourd'hui qui épargne, c'est un peu plus les classes moyennes, hautes et aisées, c'est qu'aujourd'hui, le système financier aujourd'hui dresse le sujet comme il se doit, je crois, parce qu'il y a certaines banques, plusieurs banques de la place qui ont mis en place des dispositifs qui leur permettent de parler ingénierie patrimoniale et en incluant le volet fiscal dans ce sujet-là. Mais il faut retourner au sujet qui est très important, je pense, c'est que, vu les taux de rendement en matière d'épargne financière, il y a eu une translation de l'intérêt de l'épargne vers d'autres sujets, qui est aussi l'immobilier. Et à ce moment-là, l'immobilier, il va falloir aussi à revoir la fiscalité immobilière de telle manière à ce qu'on soit dans une dynamique. Merci. Il nous reste 4 minutes et j'ai encore 4-5 questions à poser. C'est Kadmiri. La question de l'innovation, de la recherche et développement est devenue, même si je pense qu'elle a toujours été, quelque chose, une question essentielle. Il y a une dizaine de jours se sont tenues les assises des startups. Quel type de mesures fiscales aujourd'hui pourrait booster l'innovation et la R&D et le développement des startups, sachant que ces domaines-là, notamment le domaine des startups, est un domaine qui peut créer beaucoup d'emplois et notamment les emplois des jeunes? Eh bien, je pense qu'il y a l'unanimité sur le fait que l'innovation et la R&D sont une nécessité pour nos entreprises actuellement. Donc maintenant, il faut passer à l'acte. Il faut qu'on puisse le faire. Il n'y a pas 10 000 manières. Tous les pays qui l'ont fait ont aidé justement les structures qui ont investi dans l'innovation et la recherche en développement par des mesures incitatives qui leur permettent de justement investir. C'est un investissement et le retour sur investissement ne se fait pas de manière immédiate. Donc il faut qu'on puisse trouver une aide, une incitation à le faire. Il y a deux moyens. Soit un bonus fiscal, justement, sur les emplois qui soient plafonnés, par exemple, un avoir fiscal, soit à travers des fonds dédiés qui viendraient à travers des ministères. Je ne crois pas à cette deuxième solution. Monsieur le ministre a préconisé de le faire à travers cette deuxième solution. Je pense que c'est un des meilleurs moyens pour que cela ne réussisse pas. Pourquoi? On l'a vu avec différents fonds qu'on a fait. Vous voyez, on contredit même Monsieur le ministre. Donc non, parce que nous l'avons vécu, effectivement, quand ça passe avec des fonds, donc il y a forcément des moyens de contrôle. L'entreprise n'est pas mise en avant et ça peut durer un certain nombre de temps avant que son dossier soit agréé ou non agréé. Par contre, si c'est une incitation fiscale directe, l'entreprise est responsabilisée d'une part, c'est une chose qui est très importante, et puis elle pourra les déduire, quitte à contrôler par la suite l'entreprise. Merci. Sish Dadi, nous aurons demain un panel qui va traiter je pense en profondeur des questions liées à la fiscalité locale. Je voudrais évoquer ici juste le volet taxation locale de l'activité économique, donc la fameuse taxe professionnelle qui est souvent taxée justement d'anti-économique, car elle pénalise donc l'investissement, elle est mal assise. Quelle taxation locale aujourd'hui de l'activité économique vous proposeriez pour plus d'équité, pour stimuler l'investissement productif et pour, in fine, améliorer la compétitivité de nos entreprises? En fait, le principe de la participation de tous les agents économiques au financement des services publics offerts par les collectivités locales, c'est une question qui ne se pose pas parce que cette participation est tout à fait légitime, personne ne la conteste. Maintenant, comment elle doit être calculée? La manière dont elle est calculée aujourd'hui, comme on l'a vu tout à l'heure, n'est pas très logique parce qu'elle est calculée sur le montant de l'investissement et elle est calculée sur la valeur locative des locaux qui sont occupés. Or, cette méthode induit des distorsions. Prenez l'exemple d'une société qui vient d'investir, qui a fait des investissements importants, mais qui n'est pas encore en activité. Elle ne consomme pratiquement pas de services publics, puisqu'elle n'a pas d'activité, mais elle est quand même appelée à payer une taxe professionnelle importante. Prenez à l'inverse une société qui est dans les services,
elle a peu d'investissement, elle peut avoir une forte activité et donc consommer des services publics importants, mais elle paiera peu de taxes professionnelles. Autre exemple aberrant, nous avons des établissements étatiques qui ne payent pas de taxes professionnelles, alors qu'ils consomment des services publics. Donc le système n'est pas très logique, il faut le revoir. Alors, comment faire? L'idée, c'est de prendre un indicateur qui rend compte le mieux possible de l'activité économique. Et nous avons pensé à l'excédent brut d'exploitation, du moins pour les sociétés commerciales. Et ça serait, je pense, un bon indicateur. Ça serait par ailleurs une idée astucieuse et une manière virtueuse de calculer cette taxe et d'intéresser les collectivités locales. Parce que la collectivité locale, si elle aide les entreprises qui sont sur son territoire à produire plus, à gagner plus, ben elle va collecter plus de taxes, elle va pouvoir leur servir plus de services publics et donc améliorer leur compétitivité. Et on est dans une approche vertueuse qui s'auto-alimente. Merci. Une dernière ou avant-dernière question. Ces phases, la transparence, la clarté, la lisibilité du système fiscal, on en parlait, participent très probablement à la compétitivité et incitent à l'investissement. Car comme on dit, l'entrepreneur sait au moins à quelle sauce il va être mangé. Dans le même objectif, dans le cadre des contributions reçues, il y a une recommandation qui vise à ce que le Code général des impôts se suffise à lui-même. C'est-à-dire qu'il puisse éventuellement être explicité ou expliqué à travers une circulaire, mais pas interprété. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour concrétiser cette recommandation, sachant qu'un travail de relecture a été, je pense, finalisé et va bientôt être soumis à l'adoption. Et ce travail de relecture a impliqué l'ensemble disons, des parties prenantes. Donc ce travail participatif qui a été fait. Oui, tout à fait. Nous avons dit qu'un texte fiscal, il doit être effectivement clair et lisible, donc simple. Il faut que ça soit compris et interprété de la même manière par tous. Il y va de la sécurité d'abord de l'investisseur d'une manière générale et de tout contribuable. Il y va également de la gestion de l'impôt par l'administration fiscale, parce que pour l'administration fiscale également, le texte sont clairs, donc dans l'application des textes et dans la gestion de l'impôt, donc elle aura moins de coûts engagés et il y aura moins de contentieux, c'est-à-dire ça contribuera d'une manière automatique à l'amélioration de la relation entre l'administration et le contribuable, puisqu'il y aura moins de contentieux, moins de litiges, et donc une relation qui est beaucoup plus... Sur la finalité, je pense qu'on est tous d'accord. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Le travail, il y a effectivement un travail de relecture qui a été fait. C'est un travail qui a pris énormément de temps. Maintenant, il y a une bonne partie des aspects qui nécessitaient des clarifications qui a été faite, mais il y a d'autres aspects qui ont été confrontés à la difficulté parce que nous sommes effectivement dans du droit et effectivement, il y a beaucoup d'aspects qui ont été clarifiés, mais que le secrétariat général du gouvernement, à juste titre, a considéré que c'est devenu des modifications de fond qui nécessitent effectivement, qui sont devenus considérés comme des amendements. Donc je pense que si on devrait achever le projet, puisqu'il y a beaucoup de travail qui a été fait, il faudrait peut-être revenir rapidement sur les mesures qui ont été considérées comme des amendements pour pouvoir les présenter aux parlementaires en tant qu'amendements pour régler ce sujet au moins une fois pour toutes de la clarification du texte. Merci. Cizazo, le point de vue de l'administration sur cette question. Oui, alors comme il a été donc souligné, effectivement, la relecture du Code général des impôts, il a été initié, nous y avons travaillé pendant plusieurs mois. Il est actuellement au stade de l'adoption finale, sauf que nous avons jugé, enfin, les décideurs ont jugé qu'il faut peut-être le déférer, parce qu'il y avait les assises, et à juste titre, les assises aujourd'hui avec la loi cadre, qui va certainement donner lieu à un certain nombre de principes, qui ne manqueront pas d'enrichir encore plus ce chantier concernant la lisibilité, qui dit lisibilité des visibilités. Et il y a également l'histoire de l'intégration, aujourd'hui, le projet d'intégration de la fiscalité locale
de la parafiscalité dans le Code général des impôts, et par conséquent, ce chantier de lisibilité et de clarification des textes prendra encore une dimension particulière dans la mesure où le gros du contentieux provient justement de la fiscalité locale. Très bien. Dernière question, je l'avais promis à Si je t'ai dit, sur l'informel, un mot. Un mot, mais un long mot. Hein. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur l'informel. On a vu tout à l'heure que ça représentait plus de 400 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Donc c'est une grosse part de l'économie. C'est beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de travailleurs. Et c'est également beaucoup de problèmes pour l'économie organisée. Des recettes en moins pour l'État, une concurrence déloyale. Mais pour autant, nous pensons qu'il ne faut pas partir en guerre contre l'économie informelle parce que c'est une part importante de la production. On ne peut pas s'en passer du jour au lendemain. Et c'est également beaucoup d'emplois. Et on ne peut pas tuer ces emplois non plus. Donc l'idée... 2,4 millions d'emplois. Voilà. L'idée, c'est plutôt d'intégrer l'informel plutôt que de partir en guerre contre lui. Alors, pour intégrer l'informel, il faut peut-être serrer les problèmes. Il y a d'abord le petit informel, les petits commerces, les petites activités de proximité ou les petites activités vivrières. Ce sont, disons, sur le plan des effectifs, les plus nombreux. Ils représentent peut-être plus d'1 million de personnes, plus d'1 million de petites entreprises. Et ces gens-là, en fait, ils ont des revenus tellement faibles que sur le plan fiscal, ils ne présentent pas de problème. Ils ne présentent pas un intérêt qu'ils paient ou qu'ils ne payent pas. Ce n'est pas tellement là le problème. Ce qui est important, c'est de leur donner un statut. C'est de les faire apparaître dans les radars. Alors pour cela, on peut simplement les taxer de manière forfaitaire et faire en sorte que dans ce qu'ils payent, il y ait la couverture sociale. Ça serait un peu la carotte à leur offrir. Aujourd'hui, nous avons un cadre qui est très adéquat pour ce genre d'activité, qui est l'auto-entrepreneur, qu'on peut améliorer un peu en permettant à la personne d'embaucher une ou deux personnes, comme cela a été dit tout à l'heure, et je pense que le tour sera joué et tout le monde pourra jouer le jeu. Après, il y a une partie intermédiaire qui est constituée par les petites activités qui emploient 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes avec des moyens de production limités, etc. Ces gens-là, leur problème, c'est qu'ils ont peur de payer la TVA, ils ont peur de payer les charges sociales et ils ont un problème avec l'impôt, parce qu'ils ont peur de l'impôt. Je pense que sur cette dernière question, le problème est réglé avec la progressivité, puisque aujourd'hui, jusqu'à 300 000 dirhams de revenus, le taux d'impôt est de 10%. Je pense que là, ça n'effrayera personne. On peut augmenter encore ce plafond à 500 000 ou à 1 million de dirhams. Et là, vraiment, ça deviendra une excellente chose. Pour ce qui est de la TVA, il faut tout simplement exonérer ces petites entreprises de TVA jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires, jusqu'à, par exemple, 2 millions de dirhams. Bien entendu, elles n'auront pas la possibilité de déduire la TVA sur leurs charges. Et puis pour les charges sociales, là aussi, il faut leur venir en aide et il faut présenter une carotte qui serait la prise en charge des cotisations patronales pour une partie du personnel qu'ils utilisent ou qu'ils emploient. Par exemple, les 5 salaires les plus bas, leurs charges sociales seront subventionnées ou bien feraient l'objet d'un crédit d'impôt. Ça pourrait être une solution et ça pourrait peut-être attirer les... Alors maintenant, ce qui reste, la fraude fiscale, la contrebande, il faut la combattre de manière vigoureuse. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. Et il a réellement les moyens pour y arriver, notamment avec toute cette digitalisation qui s'est mise en place. Merci. Si je te dis la contrebande, il vaut mieux ne pas en parler, en tout cas aujourd'hui. Si tu as aimé, la salle est à vous. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais, mesdames, messieurs, que vous applaudissiez nos panélistes. Vous avez un panel extrêmement riche, avec des regards très différents. Et franchement... je me disais, je vais faire la sieste, je vais être tranquille, pas du tout. Vous avez retenu mon attention, j'avais les yeux ouverts en permanence comme ça. Khalid Chitadi, je voudrais juste, dans ma compréhension sur cette question des gens qui ont des petites activités, raisonnement, bon, l'informel, que le raisonnement sur les shareholders présenté par M. Garon tout à l'heure. C'est-à-dire, quand il s'agit d'un gars qui a une carrossa, qui vend dans un marché et qui fait son revenu, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a 500 gars qui travaillent pour un gars qui ont des petites carrossas, celui-là, il faut le combattre. On est bien d'accord. Hein.
Voilà, ok. C'est parce que ceux qui nous écoutent et qui se poseraient des questions, disant, on est encore parti pour un moment tranquille, parce que j'en connais même qui vendent devant les mosquées, mais qui travaillent pour quelques-uns. Et c'est bien des multinationales qui remontent de l'argent. Vendre des sraouls et des machins devant les mosquées, c'est du pognon. On a l'impression que 50 dirhams, c'est un petit peu de sous, mais voilà, c'est des montants énormes. Si on pouvait digitaliser payer avec sa carte de crédit à la sortie des mosquées, je pense qu'on serait plus clair. On a le droit de rêver d'un Maroc meilleur. Mesdames, Messieurs, la parole est à vous. Une dame, parce que nous n'avons même pas eu une sur scène. Venez, madame. Amel Amri, elle est devant. Les hôtesses, elles sont là. Vos rollers au pied. On va rouler vite. Ma chère Amel, mets-toi debout quand on te voit. Présente-toi, on t'écoute. Amel Amri, je suis syndicaliste, donc je suis de l'UMT. Ma question concerne l'épargne à long terme. J'aurais souhaité avoir l'avis de M. Chedadi, comme il est manager de la CIMR, à propos justement de l'imposition de l'épargne à long terme, mais pas en termes de carnet, de plan d'épargne comme individuel, je veux dire. Je parle des pensions de retraite. L'épargne, normalement, le fait d'imposition doit se passer au moment soit de la constitution de l'épargne, soit au moment de la fructification ou au moment du service. On sait pour nous, et ailleurs du reste, que c'est au moment du service de la pension qu'on s'acquitte de son impôt. Or, justement, le fait d'imposer d'imposer à la CNSS qui fait de l'épargne à la retraite, à long terme, mais en fait, elle utilise la technique de la répartition et qu'elle a un petit chouïa qu'elle fait fructifier et qu'on lui impose de payer la taxe sur les profits financiers. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, vous qui êtes gestionnaire de la CIMR? Franchement, ça m'intéresserait de connaître votre avis. Merci. Sachant qu'elle ne recourt pas à la CAPI. Ce n'est pas une compagnie d'assurance qui fait de la capitalisation. Merci. Merci. Je vais à vous, messieurs. Je vais prendre une question au fond. Mesdemoiselles les hôtesses. Là. Oui. Allez-y. Tfadala Sidi. Présentez-vous. Merci beaucoup. On dit que le comble pour l'avocat, c'est de perdre la voix. Il se trouve que je suis avocat et j'ai pris froid. Mais on vous entend, la régie est là pour vous aider. Augmentez le son de maître. Très très bien. Alors j'espère que j'arrive quand même à m'exprimer parce que j'ai des difficultés à parler. Je suis maître Al-Hakim Bennani Mohamed, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Fès. Et en même temps, je porte une autre casquette. Je suis vice-président de la FEDAM. Ouf, vous m'avez rassuré. Je vous ai dit que j'allais promoteur immobilier. Je me suis dit. Je suis vice-président de la Fédération interprofessionnelle de l'arboriculture du Maroc. Alors, je voudrais dire deux mots. D'abord sur la première casquette et deux autres mots sous l'égide de la deuxième casquette. Vous êtes certainement sans ignorer que le dernier congrès des avocats de Fès est sorti avec certaines recommandations, entre autres, de réclamer l'exonération des avocats de la TVA. Vous n'êtes pas sans ignorer que lorsque nous défendons les intérêts d'une administration ou d'un office, automatiquement, ces gens-là comprennent très bien qu'ils payent la TVA et qu'ils peuvent la récupérer. Mais par contre, pour le citoyen moyen, il est difficile de lui faire comprendre qu'il a à payer une TVA. Donc, par conséquent, lorsque nous touchons 3 000 dirhams d'honoraires, nous devons compter avec 300 dirhams à payer à peu près à l'État pour la TVA que nous n'avons pas perçue. Et nous nous demandons s'il n'y a pas de discrimination entre l'avocature et la profession de médecin. Parce que dans le temps, le médecin était assujetti à la TVA. Depuis un certain temps, il est exonéré. Votre question, maître, parce que si vous nous faites une plaidoirie, on est mal barré. Je vous la donne immédiatement. Allez-y. Je voudrais, s'il vous plaît, savoir pourquoi cette discrimination. Le médecin prodigue un conseil médical, nous prodiguons un conseil social ou juridique où nous défendons le client. Pourquoi? Ou commercial. Ou commercial. Pourquoi cette discrimination? Ceci pour le côté de la casquette avocat. Pour la casquette FEDAM, nous sommes en train de parler de l'informel. L'informel, vous n'êtes pas sans ignorer aussi que lorsque un arboriculteur ou un producteur agriculteur
vend sa marchandise au marché de gros, il la vend en gros à des gens qui n'ont aucune identité fiscale et qui achètent à 2 heures du matin la pomme de terre, par exemple, à 1 dirham et qui la revendent 2 heures plus tard à 3 dirhams. Ces gens-là ne sont pas inscrits sur les rôles des impôts et je pense qu'il serait dans le cadre de l'équité fiscale d'essayer d'obtenir de ces gens-là qu'ils paient leur dû. Merci. Merci, maître. Merci. Je n'ai pas voulu vous interrompre. Merci beaucoup, maître. S'il vous plaît, je vous demande, parce qu'on est là pour 2 jours, il faut vraiment qu'on fasse un effort ensemble pour que les gens puissent répondre. Si on a des questions qui sont juste posées, parce que des gens sont venus avec des questions, ils se sont dit, je vais poser ma question, on peut se dire que c'est une règle du jeu. Mais on peut dire que la règle du jeu, c'est qu'on traite de thèmes, et dans le cas de ces thèmes, il faut que j'apporte des questions dans le thème pour que les gens répondent. Si on veut avoir une discussion, il faut que ce soit vraiment dans ce sens. Et je vous demande vraiment de faire l'effort. Nous sommes en train de parler de fiscalité et de compétitivité. Alors, s'il y a des parts de questions qui touchent à la compétitivité, ça me paraît essentiel pour qu'on puisse challenger nos panélistes, parce qu'on a besoin d'avoir des idées nouvelles, qu'on soit en rupture, qu'on avance. Je vais prendre une question, allez, ça va nous permettre de faire une petite sortie. Une question à Marrakech. Est-ce qu'on peut me mettre en lien avec Marrakech, s'il vous plaît? السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. تحية طيبة للسي هامي الغرفي، الإعلام المتألق، تحية للحضور الكريم من المؤطرين اللي كيأطروا هذه الورشات. معكم زيان محمد، رئيس الاتحاد العام للتجار والمهنيين بالمغرب. يعني أنا لن أطيل عليكم. بالنسبة نجي للموضوع مباشرة. تفضل. النظام الجبائي وعامل التنافسية. السؤال ديالي هو كالتالي: لماذا لا نفكر في تخفيض سعر الضريبة وتوحيدها في ضريبة واحدة وتوزيعها توزيعا سليما وتوسيع قاعدة الوعاء الضريبي مما يمكننا من تجويد عامل التنافسية؟ سؤال واضح، شكرا. هذا كسؤال. أما بالنسبة للمقترحات أستاذ، عندنا بعض المقترحات: خلق اقتصاد مفتوح تكون تنافسية المقاولات عنصرا أساسيا لتوفير مناصب الشغل، الحث على الابتكار والاستثمار والبحث العلمي، تقليص الفوارق الاجتماعية لضمان عدالة جبائية عادلة، توفير المناخ للتنافس الاستثمار من بنية تحتية وطرقات وموانئ إلى غير ذلك، محاربة الغش والتهرب والتملص الضريبي، القطع مع اقتصاد الريع، دعم القدرات الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة. يلا سي محمد ختم. وبهذه التوصيات ممكن تحقيق الهدف ديال العامل التنافسية، وممكن نوفروا واحد العدالة جبائية لجميع المواطنين. وتحياتي لكم. شكرا لك. شكرا على التنظيم المحكم. تحياتي لكم. السلام عليكم. شكرا. Est-ce qu'on peut déjà réagir à ces questions pour gérer le temps? Si je t'ai dit, je pense que vous avez été interpellé. D'accord. Alors, je voudrais d'abord rappeler le système fiscal en matière de retraite pour les caisses de retraite. Il est très intéressant, avec une déductibilité totale des contributions à l'entrée dans le système pour le salarié et pour l'employeur. Quand il s'agit de contrat d'assurance retraite, il y a la possibilité de déduire pour les salariés jusqu'à 50% de leur salaire, et pour les professions libérales jusqu'à 10%, mais c'est une injustice qui a été relevée lors des travaux de ces assises et qui va peut-être être corrigée pour aligner les professions libérales sur les salariés. À la sortie, il y a un avantage fiscal également, mais c'est là qu'on paie réellement l'impôt sur le revenu. Il y a un abattement de 55% jusqu'à 168 000 dirhams de revenus annuels, de pension annuelle. Et au-delà, il y a un abattement de 40%, ce qui fait une grosse économie d'impôt. Maintenant, pour en venir exactement
à la question de Mme Amri. La CNSS ne paye pas d'impôts, comme les autres caisses de retraite. Ce dont vous avez parlé, ce à quoi vous avez fait allusion, c'est la retenue à la source sur les intérêts, sur les créances que peut avoir la CNSS dans le cadre d'obligations privées ou des choses comme ça. Effectivement, la réglementation prévoit cette retenue à la source sur les intérêts des titres de créance, mais il y a des astuces pour essayer de passer outre, de les contourner, en les plaçant dans des OPCVM, par exemple, qui ne sont pas soumis à l'impôt. Mais bon, effectivement, c'est une petite distorsion qui peut être corrigée. Monsieur Garance, sur l'épargne long terme, Expérience Canada. Nabil, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pour moi, mon épargne d'aujourd'hui, c'est ma consommation de demain. Alors, la question, c'est de savoir quel est le prix relatif de la consommation aujourd'hui et de demain. Alors, les réformes fiscales dont on parle aujourd'hui s'occupent en partie de ces choses-là. Donc, par exemple, en taxant la consommation davantage, pour les gens qui sont évidemment en moyen d'épargner, implicitement, ce qu'on fait, c'est qu'on encourage l'épargne, si tant est qu'on va jusqu'au bout et qu'on essaie d'intégrer tout le monde dans le marché formel. La partie qui est intéressante pour la fiscalisation, c'est celle relative au filet de sécurité sociale. Alors, l'intérêt, au-delà de la retraite, de fiscaliser l'épargne, de donner des crédits, c'est de s'assurer que les gens, lorsqu'ils arrivent à l'âge où ils sont les plus vulnérables et les plus susceptibles de recevoir des transferts publics, auront suffisamment d'épargne. Et ça peut se faire sous forme de crédit. Mais l'étape en amont, c'est de créer suffisamment de richesse et de croissance pour qu'une portion significative de la population ait les moyens d'épargner. L'épargne, c'est pour beaucoup de gens un bien de luxe. Vous voulez réagir sur la TVA, c'est fait. Oui, alors pour la question les questions du maître, j'ai pas retenu le nom, je m'excuse. Alors pour la TVA, ce qui est aujourd'hui recommandé, c'est de généraliser l'application de la TVA et on ne doit pas oublier que la TVA frappe la consommation. C'est le consommateur et donc l'entrepreneur, que ce soit personne physique ou personne morale, vous ou moi je suis aussi dans une profession libérale, donc je facture la TVA au client, je la paie à l'État et normalement s'il y a quelqu'un qui doit se plaindre, c'est le consommateur. Donc, moi, je n'ai pas, à mon sens, le consommateur qui s'est plaint de la TVA. Donc, le client, quand vous lui facturez 3 000, vous allez lui dire c'est 3 300. Il y a 300 pour l'État, mais il va payer 3 300. Donc, ce qu'on dit, c'est généraliser la TVA, parce qu'on est dans la logique de la généralisation de la TVA. Par rapport à la comparaison, par rapport à d'autres professions, ce que normalement, si on généralise, c'est-à-dire que même les activités médicales, y compris les médecins, devraient également facturer la TVA à leurs clients, puisqu'on est dans le système avec le droit à déduction. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pour les autres activités qui sont exercées en dehors du cadre légal, bien entendu, il faut renforcer les moyens de l'administration pour que ceux qui achètent les produits agricoles puissent être identifiés. Mais ça, c'est un autre aspect aussi qu'il faut que l'État intervienne pour organiser l'activité d'une manière générale, même de l'agriculteur, pour que ça ne puisse pas continuer à passer par des intermédiaires qui ne soient pas identifiés. Donc, c'est un ensemble d'actions communes, y compris l'action de l'administration fiscale pour identifier ces gens-là pour qu'ils puissent aussi payer ce qu'ils doivent payer comme impôt. Voilà. Merci. On va prendre 2 ou 3 interventions brèves. On va faire une pause café de 15 minutes et on revient au 3e panel de la journée qui sera le dernier de la journée. Tfadal Sidi. Vous m'entendez? Docteur Hassan Afilal, je suis président délégué de l'Association des cliniques du Maroc. Et je voudrais parler de la TVA. Vous avez dit que c'était une taxe de luxe. C'est pour ça que... Vous avez dit ça, non? Non, je n'ai pas entendu taxe de luxe. Non. Pourtant, je voulais juste attirer l'attention que les patients, et nous sommes le seul pays arabe à payer 7% sur les médicaments. Et il y a en plus une distorsion, c'est-à-dire que si vous avez un problème cardiaque, par exemple, vos médicaments, vous payez TVA dessus, mais si vous avez un problème néphro ou un cancer, vous ne payez pas. Donc même dans les maladies, il y a un choix, c'est-à-dire que la personne, on pourrait lui dire, ben, si tu avais ce truc-là, tu bénéficierais au moins d'un avantage, ce qui est d'une illogique totale et une aberration. Ça n'existe dans aucun pays arabe. 7%, je pense qu'il faut penser à les enlever pour le citoyen. Merci.
Alors, oui, je sais, tout le monde lève la main, mais on doit gérer le temps. J'avais promis la parole. Tfadala Sidi, on va vous apporter le micro. Mademoiselle, là, Tfadala Sidi. Et après, on conclut. Tfadal. Merci. Ah, le micro, Sherif. Ah oui, il lui rappelle les sujets. Tfadal. Tapez pas dans le micro, tapez pas dedans. Ça va marcher. Ça marche pas. Ça marche, la preuve. Bah, moi, j'ai tout simplement. Sakrani Mohamed, je suis le vice-président des comptables agréés du Maroc. C'est tout simplement une interpellation ou un approfondissement sur la compétitivité et la fiscalité. On a discuté tout à l'heure de la compétitivité au niveau national et international, mais je crois qu'il y a deux autres volets qu'il faudrait peut-être y réfléchir, à savoir c'est la compétitivité entre secteurs, parce que il y a des secteurs qui peut-être ont des taux de fiscalité différents et qui pourraient un peu drainer le financement d'un secteur à l'autre. Deuxième question, c'est que nous sommes à la veille de la régionalisation élargie et donc c'est une occasion aujourd'hui, peut-être au niveau de ces assises, de réfléchir à la compétitivité dans le cadre de l'imposition locale, parce qu'il y a un principe, ce qu'on appelle le vote par le pied. Et donc, il faut peut-être donner le pouvoir aux communes de décider d'une fiscalité locale pour promouvoir leur activité économique, pour permettre une certaine compétitivité entre régions et entre communes. Merci. Aussi, je me plains comme les autres de cette injustice pour la profession comptable, parce que d'autres activités libérales sont soumises à 10%, alors que la profession comptable elle est soumise à 20% au niveau de TVA. Je vous remercie. Alors, vous nous proposez que tout le monde soit à 20, c'est ça? Tout le monde à 20. Moi, je ne connais rien, j'essaie de comprendre. C'est tout. Je ne suis pas spécialiste. En régie, donnez-moi Casablanca, s'il vous plaît. Ah. Oui, Casablanca. Présentez-vous. Marhaba Sitami. Voilà, je me présente, Ustad Abdelrahman Ghallaf, professeur universitaire et en même temps comptable agréé. Alors, bien sûr, nous avons relevé un certain nombre de questions, mais je vais vous poser une principale, à savoir comment adapter notre système fiscal à la réalité économique de notre entreprise, qu'elle soit petite, grande ou moyenne. Et en particulier, en supprimant les taxes, qu'elles soient d'ordre national ou local, qui pénalisent l'investissement créateur d'emplois. Merci. Shukran Oustad. Ça, c'est la question piège. On ne sait pas quelles sont les taxes qui pénalisent, mais ils vous donnent le paquet comme ça. Mais je comprends à travers ces questions qu'il y a une réflexion. Dernière question pour ce panel. Sidi. Je sais, mais on va gérer le temps. Allez. شكرا داعي عام محمد الكاتب العام النقابه الوطنيه الديمقراطيه الماليه الاتحاد المغربي للشغل. سؤالي فيما يخص هذه الورشه هذه مادام نتحدث على تنافسيه الضريبه والتنافسيه اليست اليوم لي ديبونس فيسكال اللي كيتعطاو لبعض القطاعات وما تيتعطاوش القطاعات كلها هي اللي كيتعطاو في بعض المجالات وما تيتعطاوش في مجالات اخرى اللي كتوصل حتى ما بين 30 حتى ل 34 مليار نتاع الدرهم سنويا ألا يمس هذا بتنافسية المقاولة وكيف يمكن حل ذلك؟ شكرا. En fait, la question, ça va, vous avez la traduction? 90%. Donc, si vous réduisez les dépenses fiscales à 90%, M. Garon, c'est déjà très bien. C'est qu'on a fait un grand pas en avant. Je vais vous laisser choisir pour les réponses, ça sera la conclusion. Là, je voudrais commencer par répondre à cette dernière question. Sur les dépenses fiscales, il y a un panel qui va venir juste après sur les incitations et qui va développer ça. Donc, on ne va pas trop s'étaler, mais en tout cas, ce qui a été convenu, même si je m'avance, c'est d'abord qu'il y ait une évaluation les incitations et par la suite décider et de mettre en place des règles qui définissent et qui encadrent ces incitations, qu'elles soient limitées dans le temps, etc. Donc et on a eu plusieurs interventions ce matin à ce sujet. Tout à fait. Mais ça va être explicité un peu plus tout à l'heure au niveau du panel du
Il y avait une question, d'autres sujets sur quoi vous voulez réagir, parce qu'on avait une question. Oui, allez-y. Une question qui, moi, m'interpelle beaucoup a été posée sur la fiscalité qui décourage l'investissement. Ouais. Et une problématique majeure, je crois, c'est l'impôt obligatoire minimal pour les sociétés. Lorsqu'une entreprise est déficitaire, on ne lui ajoute pas un créancier. Je pense que c'est la pire chose qu'on peut faire. Salah ad-Din. Je voudrais réagir sur l'intervention de notre ami de Casablanca. Oui. Je pense qu'il parle de la multiplicité des taxes qui grèvent le haut du bilan. Et je pense que c'est une question très importante. Notamment, nous avons 73 taxes parafiscales. On a parlé de la taxe professionnelle, mais 73 taxes parafiscales. Le coût de certaines taxes, quand on ajoute un quart de point sur un point on grève la compétitivité. À la fin, on se retrouve avec 10 ou 15 points que nous perdons à ce niveau-là. La taxe portuaire aussi, qui est beaucoup plus élevée. Et là, il faut un relifting sur tout cela pour gagner en compétitivité. Alors, on débattra de ces sujets aussi demain. Quand on parle de 113, c'est taxes et redevances ou que taxes? Je suis néophyte. C'est les éléments qui ont été donnés justement lors des de préparation des assises, 73 parafiscales. Ah ok, d'accord. D'accord. C'est parafiscal. D'accord, merci. Il y avait... De revenir sur la question des régions, je crois qui était posée par monsieur. Oui. Alors, j'ai envie de dire que la réforme qu'on est en train de voir par rapport à la fiscalité locale permettra, dans un moyen terme, à ce que les régions deviennent de plus en plus autonomes en matière de finances locales. Et l'État ne gardera que ce rôle de gérer la cohésion entre les régions pour avoir une vision un peu plus homogène. Ça arrive certainement, mais vous avez raison, la cohésion entre les régions, on devrait l'avoir en matière de fiscalité. C'est bon? Serdar? Un mot de conclusion. Si Zazou, une réaction, un point qui devrait nous échapper, on conclut. لا فقط حتى لا يبقى السؤال الذي وجهه الشخص الذي تحدث عن تخفيض وتوحيد الضريبة. فقط أريد أن أقول له أنه هذا الموضوع سيتم تناوله غدا بإسهاب وتفصيل في ورشة خاصة بهذا الموضوع. إن شاء الله. شكرا. Si vous laissez le mot de la fin, Serdar. Merci, Sidi. Juste pour conclure, et comme cela a été fait au niveau du panel 1, je voudrais juste rappeler un certain nombre de pistes de réforme, en tout cas de pistes de recommandations. Zoher, tout à l'heure, en a cité quelques-unes qui, je pense, sont communes entre les deux panels. La première, c'est celle de baisser progressivement le taux marginal avec un taux spécifique peut-être pour l'industrie et pour un certain nombre de secteurs. C'est ressorti de manière forte de garantir la neutralité de la TVA en supprimant notamment l'effet butoir, étendre le champ de la TVA à toutes les opérations économiques en transformant éventuellement le hors-champ en taux zéro quand c'est nécessaire, asseoir les fondements d'une fiscalité de groupe, réaménager progressivement, abaisser, abandonner progressivement la cotisation minimale à l'horizon peut-être 2024, évaluer et rationaliser les taxes communales et parafiscales au fin ou du maintien de chacune au regard de certains critères objectifs, encourager l'épargne à long terme pour soutenir le financement des investissements, et puis éventuellement intégrer la parafiscalité dans un code unique avec la fiscalité d'État et la fiscalité locale. Voilà, merci. Merci beaucoup. Panel suivant dans 20 minutes sur les incitations fiscales. Bravo, je vous prie d'applaudir l'ensemble des panélistes. Merci beaucoup.